Le changement climatique. Je voudrais dire avant, en ouverture de ce thème, poser une question qui est, à mes yeux, absolument centrale. La Terre a une ancienneté de 4 milliards 500 millions d'années. Des changements climatiques, la Terre en a connu d'immenses. Et encore pas si longtemps, il y a 2 ou 3 millions d'années, une période de glaciation extraordinaire qui faisait qu'on allait à pied, enfin pas moi, bien sûr, mais qu'on allait à pied, grosso modo de l'Alaska, de ce qui est aujourd'hui l'Alaska, jusqu'à l'Écosse, et ce qui est d'ailleurs, par parenthèse, à l'époque, c'est une bonne amie à moi, assez proche, Lucie. Je vous remercie de cette confiance. J'ai vu qu'il y avait un moment où vous me croyiez. Bon. Ça a permis la colonisation de la planète par les êtres humains, donc des changements climatiques. Le monde, la planète, on a connu quantité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, qu'on me comprenne bien. Mais on a connu quantité. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. Jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100 demain matin. 11 milliards et demi, personne n'a jamais vécu ça sur la planète. Il y aura à ce moment-là plus d'habitants sur la planète qu'il y en a à l'heure actuelle depuis que les premiers hominidés, il y a 3 millions d'années, sont arrivés. Excusez-moi, ça me paraît un défi un peu plus considérable que le seul défi du réchauffement climatique. Je ne conteste nullement qu'on s'occupe de cela, mais alors qu'on a mis une COP 21 puis une COP 22 au Maroc sur les changements climatiques, les Républicains demandent une conférence mondiale annuelle sur la démographie mondiale, sur la nécessité d'un planning familial et de la définition d'une stratégie démographique sur la planète. Nous sommes à la veille d'une immense révolution technologique, économique, mais aussi philosophique, liée à ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre et de faire des micro-machines permettant de modifier le vivant, les biotechnologies, et notamment la génétique, avec l'effondrement du coût du séquençage ADN et notre capacité à modifier nos chromosomes, I, l'informatique, et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et puis les sciences du cerveau. Et nous allons effectivement vers une neurorévolution parce que nous allons pouvoir comprendre, lire et modifier notre fonctionnement cérébral dans les décennies qui viennent. Jusqu'à maintenant, l'intelligence était rare et chère. Pour former un ingénieur, il faut 30 ans et c'est aléatoire. Avec l'intelligence artificielle, nous allons avoir une énorme quantité d'intelligence gratuite que l'on peut copier-coller avec une clé USB et qui vont progressivement concurrencer de plus en plus de métiers. On le voit avec les chauffeurs routiers et les chauffeurs de taxi qui vont être concurrencés par les voitures qui se conduisent seules, les self-driving cars. On va le voir avec la radiologie, qui est un métier théoriquement à haute qualification, mais qui va être dépassé par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, selon Yann LeCun, le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, et qui est un grand spécialiste de ces technologies-là, va dépasser les radiologues dans les années qui viennent, même les meilleurs radiologues dans l'analyse des clichés. C'est une révolution terrible pour cette spécialité qui va devoir s'y réorganiser. Il y aura plus de facilité pour les radiologues à changer de métier que pour les chauffeurs, livreurs, camionneurs de 60 ans de résister à l'arrivée des camions qui se conduisent tout seuls. Il n'y a pas de solution simple. La révolution de l'intelligence artificielle elle s'est déployée en fait il y a moins de 1000 jours. Les premiers grands succès de l'intelligence artificielle, c'est 2012. On n'y croyait pas vraiment, et là, c'est un feu de forêt maintenant. Donc les politiques, les entreprises, la société civile n'a pas encore mesuré tout l'enjeu de cette révolution de la technologie de l'intelligence artificielle. Il faut maintenant qu'il y ait dans toutes nos sociétés une réflexion sur l'école, sur l'évolution de l'entreprise, de la formation professionnelle des adultes. C'est un chantier pour les décennies et les décennies qui viennent. C'est un chantier majeur. Les politiques qui, globalement, sont des handicapés informatiques ne comprennent pas du tout ces enjeux-là. Peut-être faudrait-il que les électeurs réorientent leur vote vers les hommes politiques qui comprennent la technologie et qui sont capables d'adresser ces enjeux majeurs. Parce que
si nous ne réglons pas ce problème majeur de l'homme, du cerveau biologique face à l'intelligence artificielle, nous allons être dans une situation révolutionnaire et le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis sembleront de bien petites choses par rapport à la vraie révolution que l'intelligence artificielle pourrait mener si nous ne réorganisons pas l'école et le marché du travail. Eh bien, il faut trouver ces nouvelles tâches, elles n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire des tâches où nous allons être non pas substitués par l'intelligence artificielle, mais des tâches où nous allons être complémentaires de l'intelligence artificielle. Il faut, dans les 50, 100 prochaines années, réfléchir inlassablement à la façon de rendre l'homme, de rendre le cerveau biologique complémentaire de l'intelligence artificielle, en sachant que l'immense majorité des métiers actuels, sous leur forme actuelle, vont être détruits par l'intelligence artificielle. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas créer plein de nouveaux métiers, mais il faut les inventer maintenant. Les hommes politiques, là encore, n'ont pas pris la mesure de cette révolution sociétale. Le marché de l'intelligence artificielle, il y a encore 2-3 ans, on imaginait qu'il allait être le monopole de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, avec Microsoft et IBM. En réalité, on voit apparaître les équivalents des GAFA en Chine. BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Chez Baidu, le niveau en intelligence artificielle est extraordinaire. D'ailleurs, Baidu est en train de développer une voiture qui se conduit toute seule grâce à son expertise en intelligence artificielle. Donc, comme le disait le commissaire européen au numérique, il y a un grand danger en matière de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle en particulier, que l'Europe soit prise en sandwich entre la Silicon Valley d'un côté et puis son équivalent chinois. Notre marginalisation sur l'intelligence artificielle est aujourd'hui très importante. Nous avons des chercheurs en intelligence artificielle de haut niveau, mais ils travaillent pour les géants de la Silicon Valley. On voit bien que là, Yann LeCun, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, est un salarié de Facebook maintenant. Et si ce n'étaient pas les robots qui allaient devenir de plus en plus humains, mais les humains qui allaient ressembler peu à peu à des robots? Pour essayer d'imaginer cet homme du futur, nous nous sommes rendus à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Ici, on cherche à augmenter les capacités cognitives des sujets. Sur Julien, on a installé un bonnet qui contient des électrodes capables de mesurer son activité cérébrale. Les chercheurs localisent ensuite sur son cerveau la région qu'ils vont essayer de stimuler. Vous voyez ces pointeurs-là, je peux le bouger sur la tête de Julia, de notre sujet aujourd'hui. Et en même temps, vous allez voir sur l'écran de cet ordinateur qu'en temps réel, il y a un système qui bouge et qui nous indique la région qui se trouve juste sous ces pointeurs-là. Si vous regardez sur cette image du cerveau de Julia, notre sujet aujourd'hui, on voit un point marqué qui correspond à une région du cerveau qui s'appelle les champs oculaires frontales. Donc avec la stimulation, on va essayer de booster l'activité de cette région afin d'améliorer la perception visuelle de Julia. Grâce à cette stimulation, Julien augmente ses capacités. Il est à même de mieux se concentrer pour détecter les cibles qui apparaissent sur l'écran. On ne peut pas envisager des effets très importants d'amélioration, d'accord, qui nous importent, nous font penser à la science-fiction, si on n'arrive pas avant à développer une belle connaissance de comment le cerveau, dans son état sain, marche et est capable de générer ses fonctions. Alors, l'homme de demain sera-t-il amélioré et augmenté au point de moins souffrir et moins vieillir? Certains pensent déjà même à aller plus loin, à repousser les limites. Dans leur centre de recherche, ils travaillent sur toutes les techniques qui pourraient transférer l'intelligence humaine, et donc avec elle sa conscience, dans une machine. Ce rêve d'immortalité, défendu par le mouvement transhumaniste, peut-il se réaliser? Mais surtout, est-il souhaitable? Ce qui est certain, c'est que peu à peu, la frontière entre science et science-fiction est en train de disparaître. « 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements,
aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Je peux vous soulager, je veux vous consoler, que votre cœur ne se trouble pas, je suis là, nous dit Jésus.
À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves. Elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom.